Bonjour à tous, bienvenue sur le live spécial croissance et puberté. Alors dites-moi si vous m'entendez bien, j'espère que ça va bien. Bonjour à tous, je crois que ça marche, super. Alors Elodie et moi, Elodie de Doctochou, on va vous présenter ce live spécial croissance. Et essentiellement notre conversation autour de la croissance staturale, c'est-à-dire la croissance au niveau de la taille. Mais on va parler aussi du poids et du périmètre crânien. Salut Elodie. Salut Laure, ça va? Bien, merci. Je t'entends super bien. Tu Ah bon, m'entends? parfait. Ouais, c'est bon, nickel. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais épingler le thème. Est-ce que tu peux te présenter tant qu'on est ensemble et qu'on se retrouve? Alors, du coup, moi, je suis Elodie, je suis pédiatre et on a en plus voulu parler avec Laure de la croissance, un peu de puberté, parce que ma spécialité, c'est l'endocrinopédiatrie. Donc, ça concerne les hormones et en particulier les hormones de la croissance. C'est un sujet qui me tient à cœur et que je fais dans ma pratique de tous les jours. Donc, c'était important d'en parler et de situer un peu les bases pour les parents, pour les aiguiller un petit peu s'ils ne voient pas forcément de médecin tous les jours. Ouais, c'est important parce que finalement, on peut vite aussi se stresser et je pense que c'est bien qu'on mette à plat un petit peu qui est les bases. Alors moi, je suis médecin généraliste, j'ai un DU de santé de la mère et de l'enfant et je suis maman aussi, ben, comme toi. On est toutes les deux mamans et Oui. on fait toutes les deux voilà, de la prévention aussi sur les réseaux sociaux. Moi, vous me retrouvez sur Insta et aussi sur TikTok. Voilà, donc bienvenue à tous. Bienvenue. Euh, donc on va commencer le live. On va parler surtout Laure, elle va nous expliquer un petit peu ce qu'est la croissance, ce qui est une bonne croissance, un peu quelle est la norme, pour que vous soyez un petit peu orientés. Et puis je lui laisse la parole et on va essayer de répondre au fur et à mesure à vos questions. Vous pouvez les mettre et à la fin de chaque partie, on essaiera d'y répondre. Ça marche, ça marche. Alors, il y a déjà des questions. Alors, on va suivre au fur et à mesure. Alors, effectivement, déjà, j'ai fait des petits schémas, mais je ne sais pas si vous lisez dans le bon sens. Non, C'est à l'envers, mince. Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Alors, déjà, quand on parle de croissance, comme je disais, il y a la croissance au niveau de la taille, la croissance staturale, comme on dit nous, la croissance pondérale au niveau du poids et le périmètre crânien. Alors, nous, on va essentiellement parler de la taille aujourd'hui, mais il faut savoir qu'on détermine quand même relativement une taille cible, c'est-à-dire que on peut calculer grosso modo quelle taille l'enfant fera plus tard à l'âge adulte. Donc on a un calcul qui existe, qui est la taille du père plus la taille de la mère divisée par 2, donc la moyenne. Et on soustrait 6,5 cm chez les filles et on additionne 6,5 cm chez le garçon. Ça, c'est une taille cible, ça donne une idée. Puisque vous vous en doutez, les grands font plutôt des grands et les petits font plutôt des petits. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais de façon générale, c'est quelque chose qu'on note, nous, de notre côté. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, moi, c'était les courbes. Alors là, je vais vous montrer un carnet de santé classique. Vous les avez déjà vus, certainement, ces courbes-ci. Ici, on a la taille, le poids et l'IMC. Je vous montre une autre version, ce sont les courbes OMS, puisque vous le savez sans doute, il y a des courbes de poids qui diffèrent pour les enfants qui sont allaités. Il faut savoir que les enfants allaités ont tendance à grossir plus vite tout au début après la naissance. Et à 1 an environ, ils sont en général un peu moins gros, on va dire entre guillemets, en termes de poids, que les bébés non allaités. Alors, ce que vous voyez là, c'est une courbe, c'est pas grave si elle est dans le mauvais sens, c'est une courbe de poids pour le coup. Ce que vous voyez, c'est des percentiles. Le percentile, donc ici, ce sont chacune de ces lignes. Vous voyez le chiffre 3, 15, le nombre 15, 50, 85 et 97. C'est ce que nous, on appelle les percentiles. Ça veut dire que grosso modo, en dessous de cette courbe, c'est le pourcentage d'enfants qui ont un poids équivalent à la valeur de la courbe. Alors c'est un peu compliqué comme ça, mais par exemple le chiffre 50, ça veut dire que la moitié des enfants sont plus petits, si c'est une taille, et l'autre moitié est plus grande. Pour le chiffre 97, au-dessus, 97%,
97% des enfants sont en dessous de la courbe, donc sont moins grands que cette taille-là, que cette courbe-là, et 3% des enfants sont au-dessus de cette courbe-là. Alors tout ça pour dire qu'il y a également des déviations standards. Alors c'est encore des chiffres, mais on parle de... La même chose. Hein. Voilà, c'est la même chose. Une première déviation standard ou une deuxième déviation standard. Alors les médecins utilisent tous ces termes-là, puisqu'en fait, nous, ce qui va nous importer, médicalement parlant, c'est que l'enfant suive et continue de suivre sa propre courbe. Un enfant qui va casser sa courbe, vous avez déjà entendu ce terme-là sans doute, ou alors qui va se mettre à grandir, mais d'une façon exponentielle, sans la suivre, voilà, ça va être un warning pour nous, ça va être une des raisons pour laquelle on va peut-être plus s'attarder sur l'examen, essayer de comprendre. Voilà. Évidemment, donc là on parle peut-être plus de la taille, mais de manière générale, on va surtout chez l'enfant fonctionner avec l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est un calcul, qui est le poids sur la taille au carré. C'est plus représentatif parce qu'un poids tout seul, on n'en fait pas grand-chose. Une taille tout seul, c'est pareil. On aime bien avoir l'enfant dans sa globalité. Juste pour info, moi j'ai fait un autre live avec un pédiatre qui s'appelle Arnaud Pfersdorf, qui est le pédiatre de la maison des maternelles. On a fait ce live sur l'obésité chez l'enfant. Donc on parle aussi de toutes ces courbes-là par rapport à l'obésité, les rebonds pondérales, etc. C'est comme ça un autre sujet. Allez le retrouver dans mes stories à la une, n'hésitez pas. Il y a un onglet sur le sujet obésité et vous pouvez retomber sur ce live-là. Voilà, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que les courbes. Nous, on va s'intéresser évidemment à la grossesse. Est-ce qu'il y a déjà eu un retard de croissance au moment de la grossesse? On va aussi se servir d'examens lorsqu'on a des doutes. On peut faire des radios, notamment une radio de la main, du poignet, pour évaluer la croissance et les problématiques qu'il pourrait y avoir. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire, toi, Elodie, comment on doit envisager, quand on est parent, le suivi de notre enfant? Alors du coup, il y a 20 examens qu'on dit obligatoires, dans le sens ce sont des examens qui sont remboursés en fait 100% par la sécurité sociale, donc ça c'est quand même très important. Et c'est des examens qui sont jusqu'à l'âge prévu de 16 ans. Donc il y a plein d'enfants, adolescents ou même à partir de 6 ans, finalement quand ils n'ont plus les vaccins, parce qu'entre 6 et 11 ans, il n'y a plus de vaccin, ils vont voir personne, sauf pour l'otite, pour l'angine, etc. Donc, des fois, ça pose problème, puisque c'est justement là, entre la puberté, la croissance, où pas mal de petites choses, alors parfois, c'est pas des maladies ou des maladies graves, hein, pas du tout, mais c'est là où, en fait, on a des trous de courbe de croissance, et donc c'est très important, parce que s'il y a quelque chose à faire, bah, c'est dans cette période-là, donc parfois, on arrive après la bataille, et du coup, c'est dommage pour tout le monde, pour l'enfant, etc. Si on ne parle pas de maladies graves, évidemment. Du coup, par ailleurs, quand on va seulement donc, chez le médecin pour les examens de suivi, et donc il y en a 20, donc on connaît tous ceux des premiers mois, hein, c'est première semaine de vie, deuxième semaine de vie. Donc à chaque rendez-vous médical, on prend donc le périmètre crânien, on fait la taille et le poids, on calcule l'IMC. Bon, vraiment, chez les tout petits, on ne mesure pas forcément, mais bon, maintenant, il y a les logiciels, ils le font automatiquement et on reporte, nous. Alors, les médecins ne reportent pas forcément, ils n'ont pas forcément le temps, ça dépend des consultations, de reporter sur la courbe. Donc, vous, chez vous, en fait, vous pouvez, en voyant le poids et la taille en face de la date, bah, les reporter sur la courbe à la fin du carnet de santé. Nous, en fait, on les a dans un logiciel. Donc les parents des fois ils sont un peu tristes parce qu'ils n'ont pas les courbes, mais en fait vous pouvez les reporter et nous on suit de toute façon sur les logiciels qui maintenant sont très bien faits. Et donc en fait il y a des examens qui sont obligatoires en fait entre 3 et 6 ans. Normalement on voit le médecin à 3 ans, à 4 ans, enfin en gros la troisième année, la quatrième année, la cinquième année et à 6 ans parce qu'il y a le vaccin d'été polio-coqueluche qu'il ne faut pas oublier. Et en fait, il y a des autres examens qui sont remboursés. Donc en fait, en général, à 8-9 ans, c'est important. Et aussi à 11-12 ans. Donc ça permet d'avoir des points de suivi assez rapprochés. Et même moi, bon, si l'enfant va extrêmement bien, pas forcément, mais même moi, je dis à tous les parents, c'est bien de faire un check-up à chaque rentrée, tous les ans, parce que
finalement, en fait, même, voilà, on parlait de surpoids, d'obésité, ça aussi, c'est des choses qu'on peut déceler très tôt. Donc, on n'est pas obligé de, il n'y a pas besoin de faire de régime quand on est enfant, mais voilà, juste remettre des quelques règles diététiques. Bon, ça, du coup, t'en parles dans la vidéo avec Arnaud. Mais voilà, on peut faire de la prévention en allant tous les ans, en fait, chez le médecin. On prend ses deux enfants, ses trois enfants, son unique enfant. C'est quatre enfants s'il y en a quatre et on les amène tous voilà jusqu'à la fin de la croissance parce que c'est très important ce suivi-là. C'est très juste en fait. Il faut savoir aussi qu'avant, il y avait ces certificats de sport qu'on demandait souvent à la rentrée Mm. et ils étaient obligatoires. On n'avait pas possibilité de prendre des licences autrement. Et finalement, les gens chignaient, mais en fait, c'était vraiment un moyen pour nous de faire de la Ouais, prévention. de Je vais vraiment récupérer. vous dire que c'est pas grave de venir si on va bien. Oui. On a toujours une question au final, hein, donc, Même si on n'a pas de questions, enfin juste même vérifier le dos, parce que la croissance, ça, enfin c'est vraiment l'âge 8-9 ans, il peut y avoir des scolioses. Dès que c'est décelé très tôt, voilà, les traitements sont minimes, voilà, on peut vraiment faire attention. Malheureusement, on voit, en tout cas moi à l'hôpital, j'ai un biais forcément, mais les gens ils arrivent après la bataille et voilà, le but c'est des réseaux, c'est aussi de faire de la prévention et de prévenir un maximum les parents qu'un suivi tous les ans pour leurs enfants, c'est vraiment nickel et on peut tout suivre comme ça et pas de louper. il faut savoir aussi que les enfants ont une bonne faculté d'adaptation. Donc voilà, tu parles de la scoliose, mais voilà, on peut vivre bon, sans forcément avoir de douleur, ou avoir des douleurs un peu minimes, des gènes. Et puis finalement, sans s'en plaindre. Alors des fois, c'est bien justement d'avoir quelqu'un d'extérieur qui met le doigt dessus. Parce que pareil, au niveau des prises de poids, des pertes de poids au niveau de la taille, quand c'est nos propres enfants, ce ne sont pas des choses qu'on voit forcément, parce qu'on est tout le temps avec. C'est pas quelque chose qu'on peut mesurer de façon objective. Du coup, c'est bien d'avoir un avis extérieur. Et d'autant plus, je pense, pour la puberté, c'est vrai que autant les filles vers 16 ans, parfois, ça dépend, 16-18 ans, elles vont voir un gynécologue pour souvent, entre autres, une contraception. Mais en fait, c'est vraiment... Alors voilà, les médecins, vous pouvez voir un médecin généraliste, enfin, quelqu'un de confiance ou quelqu'un que votre famille ne connaît pas du tout. De toute façon, il y a le secret médical, mais si vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui se sache, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui est très important, c'est de maintenant, avec les rendez-vous sur Doctolib, c'est assez facile et vous pouvez prendre un médecin de confiance, un pédiatre. Hein. Le pédiatre, ça suit les enfants au moins jusqu'à 16 ans, hein, donc il n'y a pas de souci, pour faire un suivi. Et les garçons, c'est un peu catastrophique parce que la puberté, bah, en fait, il y a des fois, on les suit pas du tout. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, plus la puberté est tôt, donc il y a en fait la puberté normale, c'est entre 8 ans et 13 ans chez les filles. Et ce qu'on dit puberté, c'est pas forcément les poils, c'est vraiment chez les filles, c'est la poussée mammaire. Donc dès qu'elles ont des petites douleurs au niveau des seins, ça peut être déjà unilatéral, hein, c'est pas forcément les deux en même temps. Et ça, c'est le signe du début de la puberté. Si ça arrive avant 8 ans, ce qui arrive en fait finalement très très fréquemment, hein, bah, c'est très important de consulter. Voilà, pas dans la minute, il y a pas d'urgence, mais d'aller voir un médecin ou un pédiatre pour faire des examens pour vérifier que c'est normal, cette puberté avancée, et surtout s'il y a des choses à entreprendre, freiner la puberté, des choses comme ça. Voilà, c'est maintenant qu'on peut jouer. C'est pas quand elle aura 12 ans qu'elle aura ses règles et qu'il y aura un pronostic de taille finale qui sera enfin embêtant, puisque forcément, plus on a la puberté tôt, plus on perd des centimètres, c'est 5 centimètres par an en général. Donc au final, si on a la puberté 2 ans avant la plupart des gens, bah, on perd équivalent de 10 centimètres. Ce qui est, voilà, c'est juste une généralité. Individuellement, c'est pas forcément vrai. Et Donc il voilà, et faut les garçons. bien, excuse-moi, il faut bien Oui, bien sûr. comprendre qu'une puberté précoce, ça induit une taille définitive forcément un peu Moindre. plus, souvent plus basse que la moyenne en fait. Après, si on est né de parents très grands, au final, ça se verra pas et ça se Ça se verra ressentira pas, pas. tout à fait. Mais c'est pas, voilà, la taille, c'est quelque chose qui est peut-être même secondaire, mais voilà, il faut vérifier que cette puberté précoce soit normale. Et puis les garçons, parfois aussi, ils osent pas consulter. Et oui, ils ont souvent des pubertés tardives, donc c'est également important de vérifier. Forcément, en tant que parent, à 12 ans ou 13 ans, on va pas vérifier les testicules de son enfant, puisque c'est ça qui signe la puberté, c'est l'augmentation des testicules.
La verge, ça va avec, hein, mais au sens propre, c'est vraiment nous la taille des testicules qu'on regarde. Et voilà, il y a des enfants, des adolescents, ils ont 15-16 ans, ils n'ont pas débuté leur puberté. Donc là, la taille sera pas forcément compromise, mais par contre, l'intégration, le social, la psychologie, ça va être impacté. Donc c'est important même de dire à son garçon à partir de 12-13 ans, bon bah, tu vas tout seul, ou je t'accompagne, je t'attends dehors. De toute façon, nous, on fait sortir les parents dès qu'ils sont adolescents. Et voilà, je te prends un rendez-vous, même si tu as 14 ans, comme ça, on check tout. Et voilà, on est sûr. Finalement, ça peut être l'occasion aussi pour les adolescents de parler de plein de choses, de vie sexuelle, de contraception, de maladies infectieuses transmissibles. Enfin, c'est une porte ouverte. Et même s'ils vont mal, en fait, aussi, c'est une porte ouverte pour eux. Et donc, c'est vraiment important pour les parents d'inciter même leurs adolescents à prendre un rendez-vous avant chaque rentrée tout seuls, comme ça ils sont bien contents, ils peuvent dire ce qu'ils veulent et ils sont encadrés et on vérifie tous les autres paramètres. Ouais, tout à fait. Et puis ça fait aussi une personne de confiance. Moi, j'aime bien Ouais, toujours insister là-dessus. ouais, Je pense que ouais. c'est important qu'il y ait une porte ouverte pour parler à quelqu'un d'extérieur, qui soit extérieur à la famille. Pour moi, c'est vraiment important. Non mais ils demanderont pas, hein. Déjà ils pensent qu'ils iront pas le voir le médecin parce qu'à chaque fois ils vont pour l'otite, pour l'angine, etc. Ça c'est top, hein. Mais voilà, le médecin il est là aussi pour faire de la prévention et discuter si ça va pas. La chance en pédiatrie, en tout cas, ça dépend des médecins généralistes, mais nous on a des consultations de 30 minutes minimum. On peut même prendre plus si besoin. Et donc en 30 minutes, surtout un adolescent, l'examen clinique est très rapide. Donc on peut vraiment parler 20 minutes avec eux. Ça leur fait beaucoup de bien et on peut les réorienter s'il y a quelque chose. Et ça, c'est très important, je pense. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous dire petit peu balayer justement les troubles de croissance, qu'est-ce qui cause justement des cassures de Oui, ou des courbes ou pas? infléchissements. Bah, en fait, alors déjà, on vérifie la taille cible, comme tu l'as dit. Donc, on peut être très régulier. Mais alors déjà, quand on est très régulier, mais en dessous des courbes, on vérifie quand même aussi, on fait souvent une petite prise de sang ou un âge osseux, c'est une radio de la main pour vérifier que c'est concordant, l'âge des os en fait soit égal à la taille enfin à la taille, pardon, on parle trop de taille à l'âge de l'enfant. Voilà, on veut, si parfois on a une avance ou un retard, ça peut nous orienter vers une cause particulière, ou sinon ça peut nous dire bah il y aura un temps de croissance en plus. Si on a un retard, c'est un gain de croissance potentiel. Donc ça, c'est important. Donc on fait souvent une radio de la main et voilà la taille cible ça nous indique. Donc vraiment les très petits ou les très grands, même si ils sont dans leur taille cible ou qu'ils sont réguliers, on les exporte quand même parce qu'on veut passer à côté de rien puisque la norme définie est celle des courbes. Donc nous par principe dès qu'on sort des normes on check tout. Ensuite donc ça c'est la taille cible. Ensuite souvent vraiment beaucoup les grandes causes c'est souvent un infléchissement aussi pondéral. Donc, quelle que soit la cause, par exemple, chez les petits, souvent, ils ont plein de maladies avec la crèche, etc. Donc, ils perdent du poids. Quand ça dure trop longtemps, bah, à un moment donné, la taille casse. Donc, que ce soit pour juste parce qu'il mange moins bien, parce qu'il est malade, ou parce qu'il y a une autre pathologie sur le poids, au bout de quelques mois, ça peut aller même plus vite chez certains enfants, la taille peut également casser ou s'infléchir. Donc, ça, c'est hyper important. Et du coup, on vérifie ça. Après, on peut aussi manquer d'hormones de croissance, tout simplement. Ça, c'est pathologie très rare. Moi, j'en vois beaucoup, mais c'est très rare. Donc, à l'hôpital, on fait des tests pour vérifier qu'il n'y ait pas de soucis. Ensuite, on peut avoir des maladies osseuses. Donc, maladies, j'aime pas trop, c'est des particularités osseuses, mais qui font forcément, bah, on grandit moins bien parce que si l'os, le cartilage est là, mais si l'os il répond pas bien à l'hormone de croissance, bah forcément il va s'arrêter de grandir à un moment donné. Ensuite, on a tout ce qui est problèmes hormonaux, donc entre autres l'hormone de croissance, mais on peut avoir des problèmes de thyroïde qui jouent dessus, on peut avoir des maladies chroniques, des problèmes de reins, etc. Tout ça, c'est pas du tout pour vous faire peur, c'est pour expliquer un peu s'il y a un problème de croissance. Tout ce qu'on regarde, en fait, nous, de notre côté, on loupe rien. Donc, c'est pour ça qu'on fait tous ces examens. Et puis, selon la puberté aussi, on vérifie si la puberté a commencé, pas encore, donc cliniquement. Et puis, parfois, on fait des échographies chez les filles au niveau de l'utérus pour vérifier la longueur, ou on fait des tests après en clinique. Donc nous, on fait vraiment, la première chose, c'est l'âge osseux, et puis on fait quelques hormones de base, et on vérifie surtout s'il y a une cassure pondérale. Pourquoi?
Il y a la maladie cœliaque, hein, qui est l'intolérance au gluten, qui fait casser très vite le poids à partir de 6-9 mois en général quand les enfants ont le gluten introduit. Et voilà, ça c'est vraiment une des causes. Donc on ne cherche pas la même chose si c'est la taille qui casse en premier, le poids ou si c'est ensemble. Voilà, mais il y a plein de choses et parfois c'est juste une petite taille génétique et parfois c'est parce qu'on est né petit aussi à la naissance et le futur dit qu'on est, même si on est petit, parce que au niveau en anténatal, en fait, il y a moins de vaisseaux, la circulation passe mal ou il y a d'autres causes, bah finalement on peut finalement être plus petit. Donc pour ça, maintenant il y a aussi des traitements par hormones de croissance qui existent. Mais du coup, je vais laisser Laure peut-être parler un peu de qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour avoir une bonne croissance. Ouais, je vais donner ces conseils-là. Je trouve ça chouette, tout ce que tu dis. Je pense qu'aussi, il faut vraiment tout voir dans la globalité, hein. On n'est vraiment pas du tout en train de dire c'est bien d'être grand ou voilà. C'est vraiment plus vraiment une harmonie en fait qu'on souhaite et que l'enfant grandisse bien et pas de douleur. J'ai vu une question passer sur les douleurs de croissance. Ah oui. Mon enfant boite, je ne sais pas si tu l'as vu. Ah, j'ai vu Euh, la boîte, mais j'ai pas eu le temps de lire toute la question. est-ce que la boiterie peut être liée à la Non. croissance? Bah, non, tout ce qui est boiterie, déjà la première chose c'est d'aller voir un médecin. En général, on fait une radio. Et s'il y a de la fièvre, par contre, de base, hein, boiterie et fièvre, c'est urgence directement. Il faut faire des prises de sang, faire des échos, il faut vérifier qu'il n'y ait pas une infection de l'articulation. Voilà, après, parfois, on trouve rien de spécial, hein, mais c'est important de savoir que c'est une urgence. Et normalement, les douleurs de croissance, c'est une douleur. Et c'est pas censé faire boiter, c'est qu'il y a autre chose. C'est ça. Pour chaque boiterie, consulter, hein. Tout ce qui est trouble de la marche, les marches sur la pointe des pieds qui persistent, etc. Consulter. Voilà. Les douleurs de croissance, moi j'ai des enfants qui grandissent, voilà, ça peut les réveiller la nuit, ça peut faire mal, mais ça joue pas quand même sur le quotidien. Mm. Voilà, et ça joue pas sur l'alimentation typiquement, et ça induit pas de fièvre, surtout Non, pas de fièvre, non, hein. La surtout pas de croissance, fièvre. pas de fièvre. On se dit pas, ah, il a un rhume et il boite un peu, c'est deux causes différentes. Enfin, vraiment, ça peut être fièvre, boiterie, urgence. Mm, mm. Et donc, ouais, pour une bonne croissance. Alors, vous êtes parent, vous voulez donner ce qu'il y a de mieux à votre enfant. Déjà, juste la base, ça commence par l'alimentation. Ça va être vraiment les conseils que vous connaissez. Dans l'idéal, optez pour une alimentation variée. Le PNNS, c'est le Programme national nutrition santé, nous oriente vraiment à nous tourner, si possible, vers du bio. Mais si on ne peut pas acheter du bio, on achète au moins du local de saison. Et les légumes de saison, quand on les cuisine, ça passe bien, hein. Même les enfants qui ne courent pas après les légumes, c'est important parce qu'il y a des sources vitaminiques. Voilà, faut essayer de trouver être un peu stratège, on va dire. Mais voilà, tous ces conseils autour de la nutrition, c'est important de manger équilibré parce que c'est aussi là-dedans qu'il va y avoir pas mal de vitamines et de minéraux, etc. pour l'alimentation. Après, évidemment, tout ce qui est tabac, un environnement pour l'enfant doit être sain, donc évitez le tabagisme passif. Si vous êtes fumeur, fumez à l'extérieur, si possible avec un vêtement dédié à la cigarette. Essayez d'avoir un mode de vie sain en faisant du sport. C'est important d'inclure dans votre famille. Si vous montrez le bon exemple, votre enfant aura envie de faire de même. Si vous sortez vous balader, voilà, ce sera pareil pour lui. C'est vraiment important de rentrer dans une bonne hygiène de vie. Le sport en fait partie, hein. C'est important d'avoir une activité physique, même petit, hein. Alors, je veux dire pas forcément en club ou quoi, mais juste au moins être actif dans son quotidien. Ou du vélo le Euh, week-end, voilà, même des sorties en famille, hein, de la marche, c'est déjà un bon début. alors, on n'a pas parlé de nanisme psychologique tout à l'heure, mais Oui, vraiment, je voulais un petit peu en parler parce que mais c'est une ce bonne qui est idée. important aussi, c'est que le climat familial soit bon. Il y a vraiment des réels impacts sur la croissance quand il y a des problèmes au foyer, hein, des problèmes d'ordre violence, de la violence verbale, de la violence physique, même entre les parents, parce que je le dis souvent, de la violence dans un couple, c'est de la violence directe sur l'enfant. Donc voilà, il faut un climat serein, chouette, empathique. Alors voilà, ça fait pas mal de choses générales. Après, nous, en termes de, voilà, d'un point de vue médical, ce qu'on va vous conseiller aussi pour la santé par rapport à un apport qui est celui du fluor.
c'est d'utiliser pour le dentifrice, juste un dentifrice fluoré. Vous Ça prenez suffit. un... Pardon? Oui, ça suffit. Ça suffit, voilà, c'est tout. Une alimentation saine et variée va apporter tout ce qu'il faut. Donc, vous prenez juste un dentifrice fluoré adapté à l'âge de votre enfant. C'est tout ce qu'on va vous conseiller au niveau du fluor. Voilà, avec, si possible, un brossage de dents fait par les parents, matin et soir, si vous pouvez. Voilà, ça c'est vraiment important. Et puis, on voulait aussi vous parler de la vitamine D, parce qu'il y a beaucoup de questionnements autour de la vitamine D. Alors, je vais laisser Elodie répondre. On entend beaucoup de choses par rapport aux coliques, par rapport voilà, aux injonctions, les choses qui vont pas sur les produits. Alors, vas-y. Je voulais juste revenir sur, en fait, l'hormone de croissance, elle est sécrétée la nuit, majoritairement, donc avoir un bon sommeil. Bon, ça fait partie de l'hygiène de vie globale, mais je pense que c'est bien de le rappeler aussi. Bien sûr. Un bon sommeil, surtout avant minuit, ça favorise vraiment la sécrétion d'hormones de croissance, hein. Du coup, pour un bon sommeil, bon, on n'est pas dans un live sommeil, mais voilà, on pas d'écran avant de dormir plusieurs heures avant. Voilà, un contexte. Et puis surtout, il y a parfois on peut donner même un peu de mélatonine, ça favorise vraiment l'endormissement. Il faut que ce soit éteint pour que ça agisse. Et c'est vraiment top pour certains. Souvent, c'est vers l'adolescence que c'est un petit peu plus compliqué l'endormissement, sans qu'il y ait de problèmes de dépression ou quoi, hein, mais vraiment, enfin, moi, c'est ce que je ressens dans mes consultations. Et du coup, voilà, un peu de mélatonine, il y en a à la pharmacie, ça aide vraiment. Et du coup, plus le sommeil sera important et long, plus l'hormone de croissance sera présente et agira comme il faut. Et ce qui Euh, va améliorer le sommeil aussi, ça va être si possible d'introduire un bon rythme, c'est-à-dire ah de oui. se coucher à la demi-heure près, à peu près tout le temps à la même heure, quoi. Et c'est Et valable puis, surtout à tous les âges, hein, finalement. et même voilà, le sport aussi, c'est de la bonne fatigue. Après, souvent, les enfants, ils sont KO. Et juste pour revenir sur le fluor, donc voilà, il n'y a plus de recommandations sur le fluor, on donne plus. Donc encore certains médecins donnent encore Zimaduo fluor. Bon, voilà, moi je trouve, enfin voilà, normalement ils commencent à être tous à jour des recos. Bon, si vous avez, vous pouvez après juste prendre du Zimadé classique, mais surtout très attention au dentifrice, puisque comme c'est la seule source de fluor, maintenant il y a des marques qui toutes seules dans leur coin font leur dentifrice avec des choses très saines. Ils sont très clean à leur dentifrice, il n'y a aucun doute. Par contre, il n'y a pas de fluor. Donc voilà, moi genre c'est Élise du compte Les mots de la bouche qui a pas mal fait de pub indirectement, mais qui a un peu prévenu les parents pour dire bah voilà, faites attention. Moi aussi, j'essaye dès que je vois des dentifrices sans fluor, d'en parler aux marques pour qu'elles changent leur composition. Bon, elles disent qu'il y a d'autres choses qui évitent les caries. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui est démontré, hein, donc nous, on est un peu evidence-based médecine, donc on s'appuie sur des preuves, des études. Bon, peut-être que les ingrédients, ils vont avoir des études plus tard, mais franchement, pour l'instant, ils sont très bien, ils sont très mignons leurs dentifrices avec des petits animaux et tout, mais voilà, faites attention, prenez vraiment du dentifrice avec du fluor, adapté à l'âge. Si vous voulez, je vous remettrai une infographie pour savoir l'âge qu'il faut avec le nombre de ppm, donc c'est la dose de fluor, ça s'appelle comme ça. Pour que voilà, pour votre enfant soit bien en fluor pour surtout garantir l'absence de caries. Voilà, c'est le plus important. Et voilà, pour revenir sur la vitamine D, on sait que c'est très compliqué, on entend tout et son contraire. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a deux vitamines D, médicaments qui sont officiels, donc qui sont des doses et des concentrations qui sont régulées comme un médicament, hein, puisque d'ailleurs, ils sont remboursés. Et il y a Zimadé et Adrégil. Donc Adrégil, ce qui aurait été démontré, c'est qu'il y aurait un perturbateur endocrinien dedans. Donc il n'est plus prescrit ou quasiment plus prescrit par les médecins. Il y a la Zimadé, qui est une vitamine D, qui est en fait, moi, la référente, en-delà que ce soit remboursé, parce que les autres vitamines, c'est pas très cher non plus, mais c'est le seul bémol, c'est que il y a en fait un arôme d'orange, donc qui est pas grave du tout, mais certains parents auraient rapporté que ça donne un peu plus de coliques et de reflux. Bon, il y a zéro étude dessus, clairement. Pourquoi il n'y a pas d'étude? Bah parce que c'est pour l'instant que empirique. Est-ce qu'il y en aura? Ça, je sais pas. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une impression?
Est-ce que si on change vraiment de vitesse, c'est pile poil en général au moment où c'est les coliques et les reflux des enfants, donc de toute façon, est-ce que ce serait arrivé? Voilà, franchement, je ne mets pas en doute la parole des parents, pas du tout, je fais jamais ça, mais voilà, je pose la question, est-ce vrai? Je suis pas sûre qu'on ait la réponse aujourd'hui, mais en tout cas, on préfère en tout cas prévenir que les autres vitamines D qui en fait sont des compléments alimentaires. Donc il y a RJD et Pediakid. Le problème, il y a deux choses. C'est que parfois leur composition elle change très rapidement et du coup il y a des gens qui achètent sur internet. Donc par exemple l'exemple de Pediakid, l'histoire c'est que ils étaient dosés à je sais plus 200 ou 300 unités la goutte. Et puis, en fait, ils sont passés à 500 ou 1000. Et les gens l'ont acheté, ils ont donné le même nombre de gouttes, genre 4 gouttes par exemple, comme c'était pour Zimadé, comme c'était adapté en fait. Et bah non, c'était plus adapté. Et donc le problème, c'est que ça crée des hypercalcémies. Les hypercalcémies, ça ne fait, on parle de croissance, mais surtout ça fait des troubles de croissance, c'est des troubles enfin une mauvaise prise de poids quand on est en hypercalcémie chronique. Ça fait des néphrocalcinoses, c'est-à-dire c'est trop de calcium dans les reins, donc il y a quand même, c'est assez embêtant. Après, ça peut faire même des coliques néphrétiques, même tout petit, et être en hypercalcémie, c'est pas bien, surtout quand c'est trop élevé. Voilà, il y a des conséquences beaucoup plus graves. Donc c'est pas pour vous faire peur que je dis ça, mais c'est important de savoir que si vous achetez Pediatkid ou RJD, c'est que la dose peut changer. Donc déjà, comme les médecins, ils sont pas forcément à jour de tous les compléments alimentaires qui existent et leur dosage qui varie du jour au lendemain. Ils mettent, oui, bah prenez 3 gouttes, 4 gouttes, mais en fait, voilà, faut vraiment faire attention. Faut demander toujours au pharmacien. D'autant plus que maintenant, il y a même des probiotiques qui ont de la vitamine D. Donc, à un moment donné, entre l'alimentation, ce que vous donnez, plus les probiotiques avec de la vitamine D un peu cachée, il faut faire attention. Et autre chose, c'est qu'aussi, donc, le problème des compléments alimentaires, c'est que c'est pas régulé. C'est-à-dire qu'une goutte, normalement, c'est censé être, par exemple, je sais pas, 500 unités. Et bah, ils ont découvert en faisant des tests que parfois une goutte c'était 500, parfois une goutte c'était 800, donc pas stable sur la concentration. Et donc pareil, ça peut faire des hypercalcémies. Donc moi, je trouve que c'est important de au moins le savoir. Chacun fait en son âme et conscience. Malheureusement, il y avait une vitamine D qui s'appelle Deltus, dont j'ai parlé, en fait, qui devait être commercialisée, mais finalement qui l'est pas. Enfin, peut-être qu'elle sera plus tard. On ne sait pas trop où on en est. Et pour le coup, qui n'a pas cet arôme d'orange qui pourrait évoquer des coliques ou du reflux. Donc voilà. Donc moi, je prescris vraiment tout le temps Zimadé. Si les gens veulent autre chose, ils le prennent. Je leur dis toujours de voir avec le pharmacien, de vérifier qu'il n'y ait pas d'autres choses avec la vitamine D. Et c'est pour ça que c'est important toujours de voir la croissance et le poids, parce que par exemple, il y a une hypercalcémie cachée. Voilà, c'est important de suivre ça sur votre enfant. Alors du coup, Zimadé, on donne 400 UI par jour quand Alors c'est les un bébé recos, de peau blanche. Ouais. exactement. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Les recommandations, en fait, à la base, les recommandations européennes et américaines étaient donner des doses beaucoup plus faibles que nous. Et nous, depuis des années, ça n'avait pas été actualisé depuis 2000, je sais plus combien, 2009 peut-être. Et on disait ah, faut qu'on change, ça va arriver, ça va arriver. Donc là, il y a un texte, alors qui n'a pas été encore officiellement repris par la Société française de pédiatrie comme ils l'ont fait pour les anciennes doses, mais en fait qui s'aligne. Enfin, quand on voit ce qui se fait partout dans le monde. Donc, on ne parle pas spécialement justement pays chaud, pays froid. Enfin, voilà, les États-Unis, il fait chaud. Enfin, voilà, c'est le même ensoleillement qu'en France. Et ça, pour le coup, maintenant, c'est 400 unités et 800 unités si la peau est noire ou si c'est un allaitement exclusif. Voilà, exactement. Et donc, Zimadé, bah, comme c'est 300 unités la goutte, voilà, c'est 3 gouttes allaitement ou peau noire. Et sinon, c'est 2. Et après, ce qui est important, la vitamine D, vous pouvez la prendre à vie. Donc, à partir de 12 mois ou 18 mois, on peut donner des ampoules. En fait, on donne soit des ampoules de 500 000 unités de Zimadé tous les 4 mois, soit on donne 2 ampoules l'hiver, 200 000 unités, une en novembre, une en février, parce que c'est là où il y a le moins d'ensoleillement, donc c'est assez logique. Et ça, Ouais, à puis vie. vous Enfin, moi, je pouvez sais pas soigner si toute la famille, hein. voilà, moi en fait, vous pouvez demander au pédiatre par exemple de prescrire plus en fait sur l'ordonnance par exemple de l'enfant ou n'importe qui vous fait une ordonnance pour que tout le monde ait sa dose, ses doubles doses de vitamine D l'hiver. Et puis là on est fin octobre donc voilà, bientôt il faut que vous preniez votre vitamine D aussi. Ouais.
faut bien préciser que voilà, c'est apporté aussi par le soleil. Oui, Donc, c'est c'est la raison minime, pour hein. laquelle on la En prend, oui. plus, Mais on les prend en général l'hiver, ces deux ouais. ampoules. Bon, c'est Mm. comme ça. Erreur. L'ensoleillement du sud par rapport à l'île, c'est la même, hein. Voilà, ça change un tout petit peu, mais sur en fait la vitamine D active qui reste, ça change quasiment rien. Donc tout le monde au même traitement, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as vu des questions passées qui te... C'est hyper dur de voir en parlant. J'arrive pas, en fait, j'ai peur d'enlever le. Hop. Toi, t'as vu des questions? Ouais, j'en ai vu passer tout au début, mais malheureusement, je les retrouve plus, je m'excuse. Là, je sais. En tout cas, voilà, comprenez bien que faut vraiment consulter de façon régulière, vous inquiéter si vous avez, de toute façon, de manière générale, si vous avez une inquiétude, consultez quoi. On est vraiment là pour faire le point, voir sa vie extérieure. On va vraiment se baser sur des courbes. Les courbes de l'OMS, vous pouvez retrouver ça sur Internet. Il y a les sites de l'Association française de pédiatrie. Moi, j'utilise ça. En général, il y a pas mal d'infos. Il y a aussi des infos sur comment expliquer les pubertés précoces aux enfants. Mm. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Il y a pas mal de ressources sur ce genre de Et site. Moi, j'utilise aussi beaucoup Mpédia. oui, La Mpédia, lettre c'est pas M mal. et Pédia. Pardon? Et il y a maintenant aussi il y a un site qui vient de sortir, je sais pas exactement depuis combien de temps, mais qui est super bien, qui s'appelle Un enjeu de taille. Et en fait, ça explique justement aux parents quand consulter, voilà, c'est avec des petites animations et tout, c'est pas mal fait. Un enjeu de taille, je le mettrai dans le commentaire de l'IGTV qui sera enregistré, et puis comme ça, vous pourrez le revoir ou en parler à des amis s'ils ont des questions. Ça roule. Bah, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là. Et surtout, si vos questions, voilà, si on n'a pas répondu à toutes vos questions, si vous en avez d'autres de manière générale, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va jeter un coup On y d'œil et répondra, oui. on vous répond. En tout cas, merci beaucoup. Bon, bah merci Laure. Bah, à bientôt. Et ouais, à bientôt. Et puis, ben, au revoir tout le monde. Ça À la marche. Au prochaine. revoir. Salut.